Héros pour les uns, traître pour les autres. Ce jeune homme de 25 ans qui risque de passer sa vie derrière les barreaux ne laisse personne indifférent depuis son arrestation il y a 3 ans. Et c'est peut-être au fond ce qu'il cherchait. Car Bradley Manning est-il la personne fragile, déséquilibrée, en mal de reconnaissance que certains décrivent, ou celui qui, conscient de la portée de ses actes, souhaitait, comme il l'a déclaré, entraîner un débat sur les actions de l'armée et sur la politique étrangère de son pays et être en paix avec sa conscience. Parmi les révélations qu'il enverra sur des CD à Wikileaks, il y a cette vidéo qui fera le tour du monde. Les images de ce 12 juillet 2007 à Bagdad, quand un hélicoptère Apache américain ouvre le feu sur un groupe de personnes, des civils, 18 sont tués, dont 2 reporters de Reuters. L'ensemble de ces révélations constitue l'une des plus grandes fuites de documents confidentiels de l'histoire américaine. Un procès devant la plus importante cour martiale jamais organisée depuis le massacre de Ma Lai au Vietnam en 1968. Il a 19 ans quand il entre dans l'armée et 21 quand il est envoyé en Irak. Un gamin qui vit mal de toute évidence ce qui l'entoure et qui n'est pas heureux. Aujourd'hui, Bradley Manning est en tout cas devenu une icône de la paix pour tous ceux qui manifestent contre la présence de l'armée américaine en Irak, en Afghanistan ou ailleurs dans le monde, mais aussi pour ceux qui veulent la vérité et sont convaincus que le gouvernement ment et cache des informations. C'est un médicament coupe-faim, c'est bien ça? Oui, on a peine à y croire. C'est un médicament coupe-faim dérivé de l'amphétamine qui a été autorisé en Europe et aux États-Unis plusieurs années après le drame du Mediator qui a fait des milliers de morts. Les coupes-faim amphétaminiques de Servier ont fait des dizaines de milliers de morts dans le monde entier. Et on ramène ce type de vieilles molécules recyclées quelques années après. Alors, pourquoi la France, cette fois-ci, s'est opposée violemment, mais les décisions se prennent à l'Europe. Et l'Europe a dit oui parce que l'Europe est sous l'emprise des lobbies de Big Pharma. Et là, que disait l'entreprise créée pratiquement spécialement Orexigène pour faire de ce coupe-faim un blockbuster, ramasser un maximum de pognon en un minimum de temps. Il disait, ben voilà, on a des études préliminaires, il faut qu'on vous le dise tout de suite tellement c'est important, alors que d'habitude le secret industriel est bien gardé, parce que en plus ça a des effets protecteurs cardiovasculaires chez les personnes obèses qui vont en prendre, donc etc. on a vanté les mérites de cette molécule. En rompant d'ailleurs même des accords de confidentialité qu'il y avait avec les investigateurs. Aujourd'hui, on a les résultats de cette étude, les résultats complets de cette étude. Eh ben, il n'y a aucun bénéfice cardiovasculaire de cette molécule. Donc les autorités sanitaires se sont laissées rouler dans la farine. Est-il vrai que des laboratoires préfèrent d'abord mettre sur le marché des médicaments qu'ils soupçonnent d'être dangereux avant que ces médicaments ne soient retirés? C'est-à-dire qu'on fait de l'argent vite pendant 2, 3, 4 ans, le temps que l'administration, le temps que... Et puis ensuite, bon, s'il faut retirer le médicament, on le retire. Oui, c'est un calcul qui est effectivement régulièrement rapporté dans des journaux sérieux, après des enquêtes importantes, comme par exemple dans l'affaire du Vioxx, où manifestement des effets indésirables cardiovasculaires graves ont été longtemps anti-inflammatoires, qui étaient censés laver plus blanc que blanc. Qui a fait entre 25 000 et 50 000 morts aux États-Unis quand même. Hein? Oui. Oui. Il y a eu un premier coupe-faim de Servier qui s'appelait l'isoméride, qui a été interdit en 97. Il a été commercialisé en France, il a été commercialisé aux États-Unis. Aux États-Unis, dans les années 2000, il y a eu une énorme action collective qui a abouti à plusieurs dizaines de milliards de dollars d'indemnisation. Une des plus grandes class actions qui a eu lieu aux États-Unis. En France, une personne, une petite femme de ménage, après 10 ans de combat acharné, a obtenu une indemnisation, on va dire, modeste pour les immenses dommages qu'elle avait subis, et le reste est passé de façon totalement impunie. C'est l'impunité en France.
C'est devenu le héros de la lutte contre la surveillance de masse. L'ancien espion de la CIA, Edward Snowden, révélait l'année dernière l'existence d'un vaste système de surveillance mis en place par les services de renseignement occidentaux. Poursuivi par les autorités américaines pour espionnage, Edward Snowden est depuis près d'1 an réfugié en Russie. Les États-Unis réclament son extradition et c'est justement depuis Moscou que l'ONG Amnesty International a organisé sa première prise de parole en France. La National Security Agency des États-Unis d'Amérique a surveillé les habitudes de consommation pornographique de personnes dont les opinions politiques étaient considérées comme extrêmes ou radicales, mais qui étaient reconnues pour être non associées à de la violence. On traitait pourtant ces personnes comme des terroristes, comme des gens qui doivent être discrédités, en utilisant leur vie privée, leur activité sexuelle, leurs associations, afin de les discréditer en public sur la base de leur opinion politique. Nous avons observé progressivement au cours de l'année dernière, notamment hier avec la publication du rapport sur la torture, que lorsque l'on commence à changer nos valeurs dans le secret, lorsqu'on commence à changer la nature des activités d'organisations secrètes, sans en informer le public, cela conduit à des dérives où même si l'intention est de faire les choses pour le bien commun, en l'espace de très peu d'années, des gens ordinaires et innocents se voient par conséquent être traités de façon épouvantable. Alors Snowden évoque ici ce rapport accablant sorti par le Sénat américain qui officialise la pratique de la torture par la CIA, par les autorités américaines au début des années 2000. La surveillance de masse est pratiquée dans tous les pays qui ont les moyens d'avoir des agences modernes de renseignement. En France, il y a eu une enquête du Monde qui a trouvé que France Télécom fournissait les télécommunications des citoyens français et bien évidemment des autres dans le monde dont les télécommunications passaient par la France à la DGSE. Quand cela arrive à l'insu du public et qu'on ne sait pas qui sont les autorités habilitées à user de telles procédures et comment elles sont appliquées, et quelles sont les protections mises en place, c'est incroyablement dangereux. Et même s'ils nous disent que c'est pour notre bien et que ça les aide, nous devons nous interroger sérieusement, même si cela a de la valeur, par exemple avec la torture, même si ça pourrait éventuellement nous aider, est-ce que c'est juste? Est-ce que c'est moral de violer les droits de la population tout entière, ou même d'un simple individu? Même pour une petite étude clientèle, on n'a pas répondu à cette question sérieuse en France. Avec le Luxembourg Leaks, le Luxembourg se retrouve de nouveau en position d'accusé, et cette fois-ci accusé d'aider les grandes entreprises à ne pas payer d'impôts là où elles gagnent effectivement de l'argent. Cette accusation est grave parce qu'elle se fonde sur 28 000 documents qui viennent de chez PwC de Luxembourg. Ces documents montrent que le gouvernement a aidé 1 millier d'entreprises entre 2002 et 2010 à ne pas payer d'impôts ou à en payer le moins possible. Quelles vont être les conséquences maintenant pour le Luxembourg? Les conséquences, ça va être en termes d'image. Encore une fois, le Luxembourg est accusé d'être un paradis fiscal. La première victime, dès aujourd'hui sur les réseaux sociaux, ça a été Jean-Claude Juncker. Il vient d'être nommé président de la Commission européenne il y a moins d'une semaine et il se retrouve avec une première affaire sur les bras. Et maintenant, on va le suspecter de vouloir aider le Luxembourg à échapper à l'enquête qui a été ouverte par la Commission européenne sur les pratiques fiscales justement du Luxembourg qui pourraient être considérées comme des aides d'État. Il y a eu aussi une enquête qui a conduit à mon identification et à celle de l'autre lanceur d'alerte, Raphaël Allais. Donc on a eu un procès fin avril, début mai, qui a conduit donc effectivement à ma condamnation la semaine dernière à 1 an de prison avec sursis et 1 500 € d'amende. Et bon, ça fait une semaine que j'essaie de digérer ça, surtout de comprendre un peu le jugement, et c'est pas évident, parce que il y a énormément de contradictions dans ce jugement. C'est-à-dire qu'il est reconnu que nous avons agi dans l'intérêt général, que ces révélations ont servi le bien public, que nous sommes des lanceurs d'alerte, que nous n'avons pas touché un rond dans cette affaire. Tout ça, c'est écrit dans le jugement. Et par contre, il faut quand même nous condamner
Voilà. Bon, alors, du coup, ça, j'ai encore pas bien compris. Alors, eux expliquent ça comme une insuffisance de la loi, parce que, voilà, tel que c'est rédigé, on croirait presque qu'ils nous condamnent à regret, quoi. Alors, je pense que c'est en grande partie hypocrite de la part du Luxembourg. C'est vrai qu'on s'attendait quand même à ce qu'ils ne soient pas très très indulgents, mais voilà, en tout cas, ils considèrent qu'il y a une insuffisance de la loi, donc c'est très bien, ça donne des très, très bons arguments à nos élus pour légiférer, notamment au niveau européen, en faveur de la protection des lanceurs d'alerte. Et en France, ça vient en ce moment avec la loi Sapin 2. Et bon, moi, ce qui me dérange un peu, c'est que par moment, auprès de certains proches ou de certains soutiens, on me demande de justifier pourquoi je fais appel. Alors c'est vrai qu'on a interpellé tout ce qu'on a pu en disant oui, il risque 5 ans de prison, c'est beaucoup, ou peut-être même 10. Et donc 1 an avec sursis, au final, c'est pas grand-chose. Et donc on me dit, alors t'es pas content, t'es pas soulagé, enfin pourquoi enfin, et là je trouve que c'est assez difficile à expliquer. C'est peut-être à ce stade-là où on passe vraiment dans l'action vraiment engagée, quoi. Quelque part, c'est en cohérence aussi avec vraiment une démarche qui est fondamentalement désintéressée. Et c'est-à-dire que, effectivement, 1 an avec sursis, je suis pas un délinquant, voilà, je commets pas très souvent de délit, donc c'est vrai que je m'en fous un peu. La période de probation est de 5 ans, alors c'est pas rien, parce qu'apparemment si je fais un délit routier, ça peut quand même tomber, mais bon voilà, en fait ça n'a pas d'impact sur ma vie quotidienne, et 1 500 € c'est dérisoire par rapport à ce que coûtent des avocats, donc c'est vrai qu'il n'y a pas vraiment de raison de faire appel, mais c'est juste que symboliquement c'est extrêmement dissuasif envers d'autres lanceurs d'alerte. Et puis quand je rentre chez moi le soir, j'ai été condamné dans un tribunal, je me regarde dans la glace, je suis pas un délinquant, quoi. Faut arrêter de délirer, donc j'ai fait appel et je vais essayer de faire valoir mes droits. Et je pense que le droit, les avocats ont donné des arguments au tribunal pour m'acquitter, donc on va essayer de faire valoir ça des années s'il le faut. 11,5 millions de fichiers, c'est la taille vertigineuse de la base de données que le Consortium international de journalisme d'investigation s'est procuré. Cette fuite provient d'un cabinet d'avocats panaméen, un cabinet qui est l'un des rouages essentiels du système opaque des paradis fiscaux, Mossack Fonseca. Le Monde a enquêté sur l'ensemble de ces documents. Alors comment fonctionnent ces circuits financiers? Qui sont ces acteurs? À qui profitent-ils? Explication. Prenons un riche client qui cherche à payer moins d'impôts. Il pourrait ouvrir directement un compte dans une banque suisse, mais le recul progressif du secret bancaire helvétique ces dernières années a rendu cette opération un peu trop risquée. Alors, il s'adresse à son avocat fiscaliste qui lui conseille de créer une société offshore. Choix de prédilection des États à la fiscalité faible, voire nulle, ou bien avec une réglementation accommodante, autrement dit, des paradis fiscaux. Un avocat ne s'occupera jamais lui-même de la domiciliation de la société offshore, alors il fait appel au cabinet panaméen Mossack Fonseca. C'est lui qui prend en charge toutes les formalités administratives, mais il peut surtout aider à choisir le paradis fiscal le plus adapté aux besoins du client. On choisira ainsi les îles Vierges britanniques pour le prix, le Delaware pour la sécurité ou le Panama pour la discrétion par exemple. Mossack Fonseca fournit aussi le kit parfait de l'opacité qui permet au client de cacher son lien avec la société offshore, c'est-à-dire ce que l'on appelle des nominees. Des administrateurs, des actionnaires complètement fictifs, ce sont ces prête-noms qui apparaissent dans les documents officiels de la société et signent la paperasse sans exercer la moindre activité réelle. Leur existence est tellement fictive qu'ils figurent même dans plusieurs milliers de sociétés à la fois. Londres et le monde ont les yeux braqués sur les Panama Papers. Un scandale financier révélé par 109 médias, basés dans 76 pays, via un consortium international de journalistes d'investigation, ICIJ. Ils ont eu accès à 11 millions de fichiers provenant d'un cabinet de domiciliation offshore au Panama.
Les Panama Papers épinglent des politiciens, des grands patrons, des stars du sport. Problème pour Wikileaks, le site n'est pas à l'origine de cette déflagration médiatique. If we're talking about information that was obtained from this law firm in Panama and given to SC, Satoshi Zotong, that's good work both from the source and by the journalists, the two journalists in Satoshi who encouraged that source to bring the information forward. If we then talk about some other aspects, they're good and bad. But presently, the Panama Papers is one of the world's smallest leaks. What do I mean by that? They've only published about 160 documents. Well, it means that they've, from some 4.5 million emails, they have picked particular ones, just 160. And of course that picking is according to the prejudices and interests of the people doing it. Now there's a lot of good journalists involved. So you're seeing some quite good stories. On the other hand, the whole thing is being managed out of Washington, D.C. By something called the ICIJ. The ICIJ does do some good work, but it has a problem. The problem is that it's foundation-funded journalism operating out of D.C. And the foundations involved, they're Rockefeller, Soros, and so on. Un consortium international de journalistes financé par des milliardaires américains. Julian Assange trouve ça suspect.